Bonjour. Oui, on vous Que vous entend. m'entendez? On Ok. vous entend, allez-y. Bon, j'ai pas beaucoup de temps et je suis vraiment désolée parce que j'ai un entretien très important à 10 heures, mais je suis très contente d'être avec vous et je remercie Véronique Abadi qui pense toujours à moi et pour vous parler des dents, qui est toujours un peu le truc un peu noir qui fait peur aux parents, qui fait peur aux enfants, la prise en charge dentaire chez tout le monde, hein, chez mes enfants aussi, chez tout le monde, mais en particulier chez les enfants qui sont, voilà, qui sont hyper sensibles comme les enfants porteurs du syndrome Charge. Alors, attends. Merde, les slides se passent pas. Voilà. Les grands enjeux de la prise en charge orale, elles sont importantes parce qu'il faut reconnaître les signes cliniques spécifiques de la maladie et adapter nos thérapeutiques. Il faut adapter la prise en charge pour chaque patient. Ça ne veut rien dire on prend en charge les patients avec un syndrome charge, on prend en charge les patients avec une trisomie, on prend en charge les enfants autistes. En fait, c'est des enfants qui sont tous différents. Donc, il faut adapter la prise en charge, la sédation, l'anesthésie, la relation au cas par cas. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment très important. Sinon, il n'y aura pas de relation pour la prise en charge orale et ça ne va pas marcher. Ce qui est important, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire avec des dentistes, des orthodontistes qui rangent les dents dans la bouche, comme m'a dit une petite patiente, des chirurgiens, des orthophonistes. C'est une famille qui se met en charge qui se met en place autour du patient, avec souvent un chef d'orchestre qui peut être le généticien ou le pédiatre. Et bien évidemment, il faut évidemment soigner les dents des enfants et des adultes, mais aussi prévenir et avoir le bon soin à chaque âge pour qu'à l'adolescence, tout ne s'arrête pas et qu'on puisse avoir une transition entre la médecine pédiatrique et, euh, et la médecine adulte la plus douce et la meilleure possible. On a un réseau, je vais un peu vite, je vous prie de m'excuser, on a un réseau, Véronique, vous en a parlé, vous en parlera, au sein de la filière maladies rares, TED-COU, qui est le réseau ORAR, qui prend en charge les maladies rares, manifestations orales rares. C'est un réseau qui est dans toute la France, et j'ai mon mail en début de présentation qu'on vous donnera, et je serai disponible pour vous adresser au plus près de chez vous, bien sûr. C'est comme ça que le maillage territorial a été fait, pour qu'on puisse prendre les patients en charge de manière transdisciplinaire avec d'autres filières et avec d'autres centres de référence le plus près de chez vous et que ça soit le moins galère possible pour trouver un professionnel pour prendre en charge vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour chaque situation clinique? On a ces problèmes de dysphagie et de déglutition qui sont compliqués et qui compliquent l'hygiène bucco-dentaire avec les fausses routes, avec les caries, avec les maladies parodontales. Le parodonte, c'est tout ce qui n'est pas les dents dans la bouche. C'est les gencives, les tissus mous et l'os. On a parfois une hypotonie orofaciale avec un faible tonus musculaire. Et ça, c'est compliqué. Parce que quand on ne mâche pas, et comme l'a dit Véronique, quand on n'a pas d'alimentation par la bouche, on a une accumulation de salive et on a une accumulation de plaques dentaires et des complications dentaires, des caries et autres. On a ce reflux qui évidemment donne des grandes acidités aux dents et qui abîme, mais ce n'est pas que chez les patients porteurs du syndrome Charge, c'est chez tout le monde pareil. Pardon. Et on a cette incompétence vélo-pharyngée quand le palais n'est pas bien fermé, qui pose des problèmes d'aspiration, de nettoyage et qui peuvent aggraver encore plus ces problèmes pour nettoyer correctement la bouche des patients. Donc, on a d'un côté aussi des problèmes de respiration buccale. Quand on a la bouche sèche, on a plus de caries et on a plus de problèmes de gencives. Et on a toute cette approche orthodontique et chirurgicale pour améliorer la respiration nasale. On va en parler rapidement. Les grandes anomalies orofaciales et dentaires. Sur le plan maxillofacial, on a une présence importante de fente labiopalatine qui est bien plus élevée qu'en population générale. Et on a une petite hypoplasie maxillaire et mandibulaire avec moins de croissance des mâchoires, si vous voulez. Sur le plan dentaire, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est malocclusion, les dents du haut qui rencontrent mal les dents du bas, moins de dents, des dents plus petites ou des dents supplémentaires. C'est un peu fou parce que ça va dans tous les sens. On a aussi des retards d'éruption dentaire avec des dents qui ne poussent pas à l'âge normal où elles devraient pousser, ou même qui ne poussent jamais vraiment finalement. Donc ça, c'est un tableau clinique global. Et vous voyez que sur cette jeune patiente, on a ces décalages qui la rend un peu prognate, si on pourrait dire ça de manière triviale. Normalement, vous savez bien que la mâchoire du haut, elle vient enrober la mâchoire du bas. Elle doit circonscrire la mâchoire du bas. Et sur cette jeune fille, c'est un peu le contraire, avec des dents qui ne sont pas du tout rangées et qui ne permettent pas de bien fermer la bouche. À quoi ça sert d'avoir des dents qui sont alignées de manière correcte, avec des dents qui s'engrainent bien en haut et en bas? C'est que sinon, on ne ferme pas la bouche. Et si on ne ferme pas la bouche, on respire uniquement par la bouche, on ne respire pas par le nez. Et la respiration buccale, c'est une respiration qui n'est pas bonne du tout pour les dents et pour les gencives, qui fait de la sécheresse buccale et qui augmente considérablement
la proportion de caries et de maladies de la gencive avec de l'inflammation gingivale. Donc, on veut que les enfants ferment leur bouche et aient un articulé dentaire qui soit compatible avec une forme de norme, si vous voulez. On voit caractéristiquement sur ce visage que j'ai pris de face et de profil, ce visage qui est assez carré, avec un manque de parallélisme des lignes qui normalement ne le sont pas, avec une asymétrie et un étage inférieur de la face qui est en fait de dessous le nez au menton qui est réduit. On a ce visage avec ce profil qui est assez caractéristique, assez plat, avec un profil qui est juste sous le nez assez concave et des patients qui n'arrivent pas bien à respirer par le nez et qui n'arrivent pas bien à poser bien leur langue dans leur bouche. Donc tout ça, ça va augmenter ou venir alimenter les difficultés de ventilation et les difficultés de mastication. Au niveau des dents pures, on peut avoir des petites dents. La microdontie, c'est ce que je vous disais. L'hypodontie, c'est quand il manque pas mal de dents et avec des agénésies. Agénésie, c'est quand la dent définitive n'a jamais poussé. Et des défauts d'éruption, comme sur cette radio, où les dents ne finissent par ne jamais forme, de nombre ou de structure de la dent, des dents. Moi, je pars du principe que chez personne, on doit censurer les traitements. Donc, tout peut être envisagé en fonction de la situation clinique. Évidemment, des thérapeutiques d'assainissement, des détartrages, des surfaçages, c'est quand on va gratter la dent sous la gencive pour enlever toute la crotte qui est sous la gencive, des soins de caries, des traitements des dévitalisation de dents, réhabiliter, reconstruire avec des couronnes, des appareils, etc., des implants, tout. Je ne veux pas de censure dans la possibilité. Il faut faire en fonction de chaque patient et en fonction de ce que la science nous apporte de mieux. Chez les patients avec un handicap potentiel, et on va en parler après, et chez les patients qui sont plus compliqués, on ne fait pas de soins sociaux. Je suis très accrochée à cette notion, et pas de soins bâclés, si vous voulez, pas de soins cheap, parce qu'il y a une pathologie, même si c'est une pathologie compliquée. Mais on fait des soins raisonnés, pour ne pas que ce soin soit un acte de violence pour le patient. On va pas s'acharner sur un enfant sans sédation, sans réfléchir, qui pleure, qui n'a pas envie de se faire soigner. Et en même temps, on a envie du mieux pour cet enfant et vous avez envie du mieux pour vos enfants, ce qui est parfaitement légitime. Déjà, le truc le plus important, il faut essayer de maintenir une hygiène bucco-dentaire. Et je ne suis pas du tout moralisateur pour les parents, lavez bien les dents de vos enfants parce que c'est très chiant, les parents, les dentistes qui disent ça, si vous me permettez. Malgré les troubles cognitifs et physiques fréquents des patients, il faut essayer le plus possible. Voilà, les soignants qui s'occupent de vos enfants parfois la journée ont du mal à rentrer dans la bouche. Toutes les parties du corps, même les plus cracras, ça les dérange pas. Mais rentrer dans la bouche pour mettre, peut-être parce qu'ils ont peur de se faire mordre, peut-être parce que c'est un endroit qui est vraiment très à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'éduquer les soignants, ça, c'est à l'hygiène orale, c'est un challenge. Avec des soins dentaires spécialisés, des dentifrices fluorés, et qu'on se voit le plus possible, qu'on voit le plus de dentistes possible, parce que c'est cette relation qui va se créer avec le personnel de réhabilitation dentaire, avec les dentistes, l'assistante dentaire, etc., qui va désacraliser cette relation et qui va, dans ces problèmes généraux d'oralité, dédramatiser le fait de rentrer une brosse à dents dans la bouche. Rentrer quelque chose dans la bouche de quelqu'un qui ne mange pas par la bouche, c'est très violent. C'est une violation d'une sphère qui n'est pas habituellement rencontrée. Donc, c'est vraiment un enjeu hyper important et vraiment, on peut croire que c'est pas comme soigner les dents, mais c'est déjà le début du soin quand on a un environnement qui est propre et qui est sain. On a bien sûr la prise en charge chirurgicale des fentes palatines, qui est une malformation qui est très courante et qui peut affecter le palais, la lèvre, la biopalatine, les deux, et l'os autour des dents, si vous voulez. Et on a des techniques chirurgicales dont on ne va pas parler maintenant, avec des chirurgies primaires qui commencent, vous le savez très bien, dans les tout premiers mois de la vie, pour déjà essayer de faire une petite continuité palatine pour que les fluides ne soient pas évacués par le nez. En termes de traitement orthodontique, donc c'est ranger les dents et chirurgical. On a très souvent ces malocclusions de classe 2 avec soit une mâchoire du haut qui est très en avant par rapport à la mâchoire du bas, parce qu'il y a un manque de croissance de la mâchoire du bas, soit au contraire des occlusions croisées où il y a la mâchoire du bas qui est en avant de la mâchoire du haut, prognatisme. Donc on a des troubles de l'articulation temporomandibulaire, celle qui vous fait ouvrir et fermer la bouche, avec des vraies douleurs.
Donc, on peut corriger ces malocclusions. On a beaucoup de patients dans notre unité qui ont des tas de difficultés neurosensorielles, comportementales, mais qui, par habituation et en des traitements orthodontiques et à remettre euh, leurs dents dans un endroit dans leur bouche qui est plus physiologique et qui est plus adapté à une mastication et, comme je l'ai dit, à une fermeture de la bouche. Les enjeux thérapeutiques, c'est trouver la meilleure manière de soigner les enfants et les patients, de gérer le mieux la douleur et le stress et d'augmenter le plus possible la qualité de vie liée à la santé orale. Et pour ça, il y a des moyens de faire de la sédation et il y a moyens de faire de l'anesthésie. Il y a quelques années, à Imagine et à Necker, j'ai fait une étude sur la qualité de vie des patients porteurs de maladies rares euh, dans les centres d'expertise à Necker. Et mon objectif, c'était de savoir, vous avez une maladie rare, comment vous faites soigner vos dents ou vos enfants, et est-ce que ça impute beaucoup la qualité de vie des patients, et c'est quoi votre parcours de soins bucco-dentaires quand vous avez une maladie rare, et c'était quoi les inégalités d'accès aux soins bucco-dentaires. Et la qualité de vie liée à la santé orale, je veux juste revenir 3 secondes là-dessus, je n'en aurai malheureusement pas plus, c'est pas que manger. On mange pas mal sans dents, mais c'est aussi sourire, avoir une estime de soi dans l'apparence et pouvoir ne pas avoir de douleur dans la bouche. Donc ça, c'est vraiment très important de l'explorer. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le fait d'avoir une maladie rare, qu'elle soit invalidante, peu invalidante, finalement, c'est pas ça qui faisait que les enfants n'arrivaient pas à se faire soigner les dents. Ils n'arrivaient pas à se faire soigner les dents parce qu'ils avaient des troubles envahissants du développement et un retard intellectuel. Et que c'est très difficile, on va pas se raconter d'histoire, chez des patients qui ont ces retards, de trouver des soins dentaires adaptés. Ils peuvent être en fauteuil roulant, ils peuvent être tout cassés de partout. Finalement, ils trouveront un dentiste et avoir beaucoup de médicaments, finalement, à la fin, ils trouveront le dentiste de famille. Mais dès qu'il y a un problème neurodéveloppemental, un problème de retard d'acquisition, un problème de trouble du spectre autistique, un problème de retard intellectuel, appelez-le comme vous voulez, un enfant qui est un tout petit peu différent, avec qui il va falloir prendre un tout petit peu plus le temps, ou mettre en place des thérapeutiques un peu différentes, là, c'est la catastrophe et c'est un parcours hyper chaotique de soins, mais vous le savez déjà. Comment on soigne bien? Parce qu'on peut soigner, mais mal. Donc, ces patients qui ont une hypersensibilité à la douleur, qui rendent les soins dentaires parfois difficiles, parfois il y a un retard intellectuel, et parfois on a l'impression, moi je l'ai eu avec quelques patients porteurs de syndrome Charge, on a l'impression qu'il y a un retard intellectuel, mais en fait il y a juste une espèce hypersensibilité où il faut juste expliquer les choses, faire attention au bruit, faire attention aux odeurs de ce qu'on utilise, expliquer différemment nos soins et adapter les techniques de sédation et les stratégies de gestion de la douleur. Pourquoi les gens n'aiment pas le dentiste? Pourquoi vous n'aimez pas le dentiste, vous, dans la salle? Parce que vous avez peur d'avoir mal, parce qu'on vous avait pas bien expliqué, parce que vous avez eu un traumatisme de douleur chez le dentiste. C'est arrivé à tout le monde ici. C'est pas la peine d'être malade. Comment est-ce qu'on arrive à désacraliser ça et à expliquer à l'enfant qu'il n'aura jamais mal? Et à l'adulte qu'il n'aura jamais mal, qu'on sait maintenant gérer parfaitement la douleur. Et on sait même gérer l'angoisse de l'hypothétique douleur, avec différentes techniques de sédation. On va en revenir dans 5 secondes. On a un réseau de soins adaptés pour les soins dentaires qui s'appelle le réseau Rhapsody. Ça ne marche pas toujours très bien, mais ça existe et on pourra en reparler bien sûr. Qu'est-ce que ça crée quand on n'arrive pas à se faire se comprendre par le patient? Qu'est-ce qui fait que le patient, qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on n'arrive pas à trouver une solution et une manière de soigner le patient? C'est qu'à la fin, c'est les enfants qui ne sont pas soignés. Parce que par ailleurs, ils ont plein de problèmes de santé et que les dents passent en dernier et qu'à la fin, ils ne sont pas soignés et qu'on est en échec thérapeutique, en renoncement aux soins. C'est des enfants qui ont mal tout le temps dans la bouche. Vous avez déjà eu mal aux dents une fois, c'est insupportable. Ça fait partie des pires douleurs d'avoir mal aux dents. Et c'est des enfants qui sont habitués à la douleur, des patients qui sont habitués à la douleur et qui ont mal en permanence et qui sont embêtés en permanence pour mâcher. Donc, dans un parcours de rééducation de l'oralité, d'avoir un bobo dans la bouche, c'est quand même un très gros problème. Donc, il y a différents types de sédation. Mais ça marche pour tous les enfants. Ça marche pour vos enfants, mais pour tous les enfants. Le plus important, c'est la relation qu'on a avec le patient, la relation thérapeutique qui se crée. Et parfois, elle a besoin d'être un peu aidée, avec de l'hypnose médicale, j'ai oublié un E, avec des prémédications, Atarax, on aime un peu moins chez l'enfant, avec du Valium, et bien sûr, avec ce méopa, ce gaz hilarant, comme on disait, qui est un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote avec un masque et qui arrive à mettre l'enfant dans un état de détente compatible avec les soins. Et bien sûr, il y a d'autres thérapeutiques, l'hypnovelle, qu'on peut mettre dans différentes voies pour essayer d'avoir un peu plus de sédation. Et souvent, ça marche. Et quand ça ne marche pas, on endort les patients.
on endort les patients et on fait des soins sous anesthésie générale. Bien sûr, il n'y a pas de contre-indication, cardiaque, ventilatoire. Les anesthésistes, c'est à eux de dire s'ils récusent ou s'ils acceptent le patient. Et c'est quand on a des conditions comportementales qui peuvent pas faire, qui fait qu'on ne peut pas. On a tout essayé. L'anesthésie générale, c'est le dernier fusible. Je le dis 1000 fois par semaine, c'est le dernier fusible. Ce n'est pas du confort, c'est pas pour être tranquille, c'est pas pour se faire emmerder par les patients ni par les parents. L'anesthésie générale, c'est quand on n'a pas réussi parce qu'on a essayé de faire le soin et qu'on n'a pas réussi. Et là, une fois que la checklist de toutes les contre-indications est parée, on se met dans une situation où le patient dort et on peut faire le maximum de soins possibles en une fois, bien sûr. J'ai bourré, excusez-moi. La conclusion de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'approche, elle est multidisciplinaire. On parle avec le chirurgien maxillofacial, on parle avec les pédiatres, on peut parler à l'orthophoniste, et puis surtout, on parle avec les parents, et on essaie de connaître l'enfant. On ne soigne pas une bouche. Et quand on arrive à créer cette relation, c'est là. Et parfois, ça passe par plusieurs rendez-vous où on fait rien. Mais en fait, on fait pas rien. On n'a pas mis nos gants, mais on a parlé avec le patient, enfant, adulte. On a parlé avec ses patients. On a appris à connaître et identifier le contour du soin qui va être le plus adapté au patient. Et moi, j'ai envie de dire qu'on fait des soins qui sont ambitieux. On met des implants, on fait des belles choses chez tous les patients au maximum et on ne se censure pas parce que le patient est porteur d'une pathologie en particulier. J'ai énormément bourré, je vous prie de m'excuser. Je ne fais jamais des trucs aussi rapidement, mais c'est parce que je dois vous laisser. Je pourrais vous donner mon numéro, mon mail, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec des dentistes dans notre réseau, qui a un maillage territorial qui est pas mal du tout en France, perfectible, mais pas mal. Et je pourrais trouver avec vous, et je le fais pour pas mal de pathologies, le meilleur dentiste dans le meilleur centre de compétences à côté de chez vous. Gros soins, on vient dans des gros CHU, on vous fait voyager un peu, et après pour la suite, d'être suivi le plus près de chez vous. Et on peut aussi parler, on ne sait pas parler de ça, mais avec la collaboration avec la ville, parler aux dentistes de ville, on les éduque pas, mais on leur parle pour leur dire, voilà quelques éléments de cette pathologie, vous pouvez être leur dentiste sans problème, dans la limite de vos compétences, dans la limite de ce que votre cabinet peut accueillir et du temps que vous pouvez passer à ces consultations. Mais la prise en charge dentaire, ça fait partie de la prise en charge générale du patient, ça fait partie de la prise en charge médicale globale. Et dans cette pathologie où il y a un trouble de l'oralité qui est très fort, si on a mal et qu'on n'est pas bien dans sa bouche, c'est un frein pour toute la réhabilitation globale de ces patients. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse à nouveau d'avoir beaucoup accéléré le pas. J'espère que ça vous a convenu et vous pourrez avoir accès à mon diaporama sans difficulté. Je peux tout vous donner. Je vous l'ai déjà envoyé, d'accord. Voilà. Et pareil pour les photos, si vous pouvez ne pas mettre sur les réseaux sociaux, mais les photos de mes patients, je pense qu'ils n'apprécieraient pas. Je vous remercie beaucoup.